En 1968, malgré le succès grandissant de leur premier album The Piper at the Gates of Dawn, sorti l'année précédente, Pink Floyd connaît sans doute l'un des moments les plus douloureux et importants de leur histoire. En effet, Syd Barrett, leur principal auteur-compositeur mais aussi leur leader, souffre d'une violente dépression nerveuse attribuée à la prise excessive et prolongée de drogues psychédéliques telles que le LSD, la pression de la vie de groupe, les enregistrements ainsi que les tournées permanentes. Suite à ça, Barrett ne contribue que très peu au deuxième album, Source Full of Secrets, s'éclipsant progressivement pour laisser sa place à David Gilmour. Jouant d'abord à 5 afin d'assurer la transition, le groupe ne se retrouve rapidement plus qu'à 4 suite à l'exclusion définitive de Barrett le 6 avril 1968. Suite à cette douloureuse suite d'événements, le groupe doit désormais trouver un moyen de se reconstruire tout en restant dans la veine de leur premier leader, ce qui, vous allez voir, ne se passera pas comme prévu. Cette tentative de reconstruction s'illustre par 2 singles et 4 morceaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Plongeons ensemble dans l'histoire des 2 singles de 1968 et voyons ensemble s'ils sont si mauvais que ça. It Will Be So Nice est le premier single sorti après l'éviction de Barrett. Écrit par Richard Wright, il sort le 12 avril 1968 au Royaume-Uni. Sur le plan musical, le morceau est complètement différent de ce qui était sorti auparavant avec Barrett. Il arbore un ton et des sonorités plus pop à l'image des Beach Boys, des Hollies, des Searchers ou encore de Herman's Hermits. Le thème des paroles est typiquement british, faisant pratiquement office de célébration de la vie quotidienne anglaise, démarrant avec le petit déjeuner et la lecture du journal au matin, suivi de l'anxiété par rapport à la météo. On apprend également que cela serait tellement bien que le narrateur rencontre quelqu'un un jour. Mais qui rencontre-t-il? Le seul moyen de possiblement le savoir est de faire marcher notre imagination. Sur ce morceau, on reconnaît bien le ton léger des compositions de Wright, que l'on retrouve sur Remember a Day et Seesaw, deux chansons issues de Source Full of Secrets, sorties la même année. La première session d'enregistrement a lieu le 13 février 1968 au studio 2 Abbey Road. Un réenregistrement complet a lieu le 5 mars avant de laisser place aux sessions d'overdubbing les 13 et 21 mars. Le 1er avril, le groupe doit revenir au studio afin de régler un contentieux initié par la BBC. En effet, les stations de radio britanniques n'autorisaient pas le placement de produits, donc le nom d'Evening Standard ne pouvait pas être diffusé. Le nom du journal mentionné dans le morceau est donc changé en Daily Standard. Il n'existe d'ailleurs aucun enregistrement à ce jour avec les paroles originales. Dans son livre The Dark Side of the Moon, The Making of the Pink Floyd Masterpiece, John Harris déclare: le premier enregistrement qu'ils ont sorti après le départ de Syd Barrett était celui de Rick Wright, le presque insupportablement fantaisiste It Would Be So Nice, un single dont la légèreté pop psychédélique en a fait un non-événement qui n'a pas réussi à perturber les charts britanniques. Roger Waters déclara qu'il s'agit d'un disque minable, tandis que Nick Mason le qualifie de single vraiment horrible. Malgré son échec retentissant, It Will Be So Nice sera réédité à plusieurs reprises, dont sur The Best of Pink Floyd de 1970, réédité plus tard sous le nom de Masters of Rock en 1974, The Early Singles en 1992 sur le coffret Shine On, ainsi que dans le coffret The Early Years 1965-1972 en 2016. Julia Dream est la face B d'It Will Be So Nice. Il s'agit du premier morceau où David Gilmour est au chant principal et du deuxième écrit par Roger Waters. Comparé à sa face A, les sonorités ressemblent plus aux chansons de l'ère Barrett. Les paroles évoluent progressivement dans un registre plus sombre, faisant écho à un cauchemar, voire possiblement à la mort si l'on en croit le dernier couplet. Le narrateur pleure la perte de Julia, une grande beauté qu'il vénère dans ses rêves, et souffre de réaliser que cet amour n'était qu'un rêve. Il pleure, essayant de se rendormir, pour voir s'il peut retourner dans les bras de Julia. Elle est sa mariée de velours, le velours étant souvent utilisé comme métaphore pour évoquer à la fois la nuit et la douceur, ou la tendresse.
Cependant, les rêves sont rarement cohérents et le rêveur est tout aussi susceptible d'être poursuivi par des choses étranges comme le tatou écailleux. Tout en restant dans le psychédélique, on se rapproche de sonorités qui seront présentes dans la bande originale du film More qui sortira un an plus tard en 1969. Le morceau prend également des airs un peu folk, illustrés par la base acoustique de celui-ci. Les sonorités sont également hypnotiques, notamment avec l'ambiance générale du morceau, mais aussi avec la douceur et la dualité des voix de David Gilmour. Il y eut 3 sessions principales pour Jolly Dream, celle de la base instrumentale le 13 février 1968, celle des voix et du mixage le 25 mars, et celle du mastering par Phil McDonald dans la salle 25 d'Abbey Road le 3 avril. Ce morceau aura une plus grande reconnaissance que sa face A, car en plus d'être dans les mêmes albums et compilations que celle-ci, il est également inclus dans Relics en 1971, compilation qui aura un fort succès à l'époque. A noter aussi que le morceau a été réédité au Japon en 1971 avec Jolly Dream en face A et Summer 68 en face B. Point Me at the Sky est la face A du deuxième et dernier single inédit de l'année 1968. Écrit par Roger Waters, il sort le 3 décembre 1968, ce qui en fait le dernier de l'année au niveau temporel. Le morceau a été écrit, composé et enregistré dans l'urgence sur demande d'EMI de faire un nouveau single dans la lignée des précédents. Waters reprend l'ambiance des comptines que Syd Barrett utilisait très souvent sur The Piper at the Gates of Dawn et nous raconte l'histoire d'Henry McLean, un inventeur à la fois talentueux et fou, demandant à son ami Eugene de voler avec lui dans le ciel à bord de son planeur cosmique. Les couplets sont chantés par David Gilmour, d'une voix douce et envoûtante sur une ambiance très calme. Ils sont suivis d'un pré-refrain tout de suite plus énergique, chanté par Roger Waters, puis d'un refrain chanté par Gilmour, qui ressemble fortement à Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, sorti l'année précédente. Les paroles présentes dans l'outro du morceau évoquent inévitablement le mythe d'Icare, qui meurt après que ses ailes aient brûlé car il s'était trop approché du soleil. Malgré cette fin sombre, les paroles de Waters font écho à la philosophie joyeuse du Flower Power de la seconde moitié des 60s. Il s'agit d'une ode héroïque à l'acte de transcendance de soi, à la découverte de nouvelles expériences, psychédéliques ou non, d'une condamnation du monde moderne, de sa banalité et de son aliénation. Ce morceau nécessita plus de sessions que ses prédécesseurs car plus développées. Les sessions ont lieu les 22 et 23 octobre 1968, du 28 au 30 du même mois, puis les 4 et 5 novembre. Malgré son aspect développé, cette face A n'aura pas du tout le succès escompté. Roger Waters déclarera d'ailleurs « Je ne sais pas pourquoi nous l'avons fait, c'était une tentative construite, mais cela n'a pas marché ». Suite à ça, Pink Floyd décide de ne plus sortir de single, voulant se concentrer uniquement sur des morceaux en vue d'une inclusion sur un album. Il faudra attendre 1979 et Another Brick in the Wall Part 2 pour voir un nouveau single. Il est à noter, pour l'anecdote, qu'Alan Parsons était assistant ingénieur pour ce morceau. Point Me at the Sky est beaucoup plus compliqué à trouver que ses prédécesseurs, car on ne le retrouve que dans le Harvest Sampler de 1978 et dans le coffret The Early Years. Carefully That Axe Eugene, phase B de cet ultime single de 1968, est cette fois-ci attribué à tout le groupe, étant donné qu'il s'agit d'une pièce instrumentale. Le morceau est le fruit d'un très long processus créatif. Le groupe a d'abord tenté d'enregistrer le morceau à Los Angeles, le 22 août 1968, sans succès. Avant cette session d'enregistrement infructueuse, Carefully That Axe Eugene avait 2 noms de travail, Keep Smiling People et Murderotic Woman. La première version a été jouée au Paradiso d'Amsterdam le 31 mai 1968 et la seconde a été enregistrée par la BBC le 25 juin de la même année. Le morceau est caractérisé par une entrée progressive et mystique, ayant pour climax le cri primal de Roger Waters. Le morceau fut finalement enregistré et complété à Abbey Road le 4 novembre 1968. Malgré l'échec du single en général, le morceau devient un incontournable des concerts du groupe entre 1969 et 1973. On le retrouve notamment dans la partie live de Magoma en 1969, dans Zabriskie Point sous le titre Come in Number 51, Your Time Is Up en 1970, Relics en 1971, le live à Pompéi en 1972, la version CD du best-of A Breath of Fresh Air en 2007, le coffret immersion de The Dark Side of the Moon dans un extrait d'un concert à Brighton de 1972 en 2011, ainsi que le coffret The Early Years en 2016.
La question que je me pose maintenant, et qui dessert mon propos dans cette vidéo, est sont-ils si mauvais? Il est vrai qu'à l'époque, le public, et même le groupe, avaient des avis atrocement négatifs sur ces morceaux, comme j'ai pu vous le témoigner à plusieurs reprises. Mais en ayant découvert ces morceaux, plus ou moins à la même période, sauf Carefully That Axe You Jean que je connaissais depuis un très long moment, j'ai réussi à tous les apprécier, bien que je n'étais pas spécialement fan de cette période il y a quelques années. Tous ces morceaux, à mon goût, sont particulièrement réussis et méritent une meilleure mise en valeur dans la discographie de Pink Floyd. Je n'ai pas spécialement de favoris, comme ils sont tous excellents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces morceaux. Et voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo, ainsi que de donner vos avis en commentaire. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vous laisse avec un petit bonus fait par mes propres soins, une petite compilation des cris de Roger Waters sur Carefully That Axe You Jean.